Bonjour à tous et bienvenue dans Footastic, salut Titi. Salut Loïc. Avec Titi, on vous accompagne pour une nouvelle année de Footastic. On vous retrouvera une fois par mois pour parler football et extra-football, à travers les choses que l'on a aimées, Les Footastiques, et nos déceptions, les foot pas fantastiques. mais aussi des jeux, des débats, de l'information. On est ensemble pour environ une heure d'émission. Footastic, ça commence maintenant. La lucarne. Alors du coup, je vais commencer Titi, si tu le veux bien. Moi, je voulais parler du rachat de l'OM. Ouais. Je pense que vous avez tous vu cette news sur internet récemment. Alors l'OM s'est fait racheter par un investisseur américain. Oui. Voilà, je voulais savoir ce que tu en pensais toi Titi, de ce rachat. Est-ce que c'est la bonne période? Est-ce que tu penses que ça peut être quelque chose de bien pour l'OM? Ça peut être quelque chose de bien pour l'OM, étant donné que ces dernières années c'était plutôt mal géré. Je Ouais, trouve que c'était un peu du grand n'importe quoi. Depuis le départ de Pape Diouf Oui. il y a quelques années, donc l'arrivée de Vincent Labrune, etc. Ouais, l'OM a perdu énormément en termes de qualité de joueurs. ouais, Et du coup, ouais, ça peut être une bonne chose, je pense. ouais. Et puis Margarita Ouais. Dreyfus voulait se désengager, enfin je crois que dès le décès de son mari, elle voulait se désengager du club. Hein. De toute façon, elle a Oui, jamais... forcément, si elle veut pas du bébé autant que Ouais, quelqu'un je d'autre. crois qu'elle a jamais fait d'effort pour pouvoir le garder. Ça c'est sûr. Ouais, bah moi aussi, hein, j'ai un avis plutôt positif là-dessus. Maintenant, faut voir ce que le gars va donner aussi pour le club. Hein. Ouais, je connais pas personnellement, je veux dire, le gars je connais pas, je sais pas d'où il vient, je sais pas ce qu'il fait. Alors c'est un Américain. Il a déjà acheté une équipe de baseball, je crois, de mémoire. Ouais, Et en fait, il a un passif qui est pas terrible ouais, là-bas, où en gros, il a endetté le club. allez, Il a fait une excellente opération financière. Il a ouais, acheté le club pour presque rien et il l'a vendu 2 milliards, je crois. Mais par contre, il a laissé une dette de 600 millions au club quand il est parti. Et voilà, c'était pas super. Après, bon, on verra. Enfin, Bah, je pense de que toute c'est pas le façon, même les dynamique. dettes aussi importantes avec la DNCG et autres en Oui. France, on peut pas, Oui, oui, oui. c'est pas possible. Oui, forcément, Il y c'est a une encadré. gestion qui est beaucoup plus C'est encadrée. encadré financièrement, ouais. Voilà pour ma part, pour commencer. Oui, en termes de rachat, il y a eu aussi un autre grand club qui a été racheté, c'est le Milan AC, Ouais, par des investisseurs chinois. Ils ont racheté 99% du club pour d'accord. 740 millions d'euros. Donc Ouais. il fini l'ère Berlusconi au Milan AC. Ils avaient déjà acheté assez de vin de Bordeaux, du coup. Ouais, c'est ça, oui. On en avait parlé, ouais. Ah oui, ils sont rabattus sur l'Italie. Maintenant, c'est bon, c'est le football. Ok. Et alors, bonne chose ou pas? Bah écoute, oui, parce que Berlusconi, à mon avis, enfin voilà, je ne vois plus gérer le club. Il est trop vieillissant, puis en plus, je pense qu'il a assez de casseroles à gérer à côté. Ouais. À mon avis, il va avoir une fin de vie assez chargée, le garçon. Oui. En plus, il est plutôt jeune. Et Non, mine de ouais, rien, il a plus de 70 ans, ouais. ouais. Et être président de club, mine de rien, c'est quand Ouais, même ouais. une sacrée pression à avoir. Souci avec la justice, Ouais, ouais. tout ça, ouais. Ouais, puis non, les investisseurs chinois, moi je trouve que c'est une bonne idée, ouais. Ouais. Ouais, et puis l'Italie a besoin de retrouver un peu sa grandeur, hein. Complètement, ouais. Pas trop, parce que ce serait bien qu'on les dépasse au classement UEFA quand même. Ouais. Mais, mais bon, On c'est est vrai presque le que. Portugal déjà, c'est très bien. Ouais, voilà. Bah, déjà le Et Portugal, après, après l'Italie. Mais bon, voir les 2000 ans dans la panade comme ça depuis quelques années, c'est dur. Pour ceux qui ont connu les années faste du football italien. Exactement, ouais, au début, ils ont eu Ouais. plusieurs périodes, Les dernières périodes, ouais. c'était pendant les années 2000 où, Ouais. où c'était vraiment au top. On avait les 2000 ans, 2000 Ligue des Champions, je me souviens. Enfin, Ouais, et puis on avait eu une finale Juventus-Milan AC aussi. ouais, c'est vrai. Il y a un peu plus de 10 ans. C'est vrai. Mais place aux Français, hein, de toute façon. Oui, voilà. Moi, je vais enchaîner sur les groupes de Ligue des Champions. Ouais, Alors, je sais pas si tu as pu voir ça. si, j'ai suivi avec attention. Notamment les groupes des clubs français. Hein. Ouais, Donc Paris qui sera dans le groupe A avec Arsenal, Bâle et Ludogorets, que je ne connais pas. je pense que c'est leur deuxième participation en Ligue des Champions. Ils D'accord. avaient déjà été il y a 3 ou 4 ans. Je ne sais plus d'où ils viennent. Je crois Bulgarie, mais Ouais. je suis pas certain. Forcément un pays d'Europe Je de suis l'Est. ouais, je suis pas certain. Ok. Moi, je vois le PSG passer facilement dans ce groupe-là. Ouais, moi aussi, ouais, premier. Ouais. Pour une fois, ils sont enfin, normalement, ils doivent être premiers du groupe. Ouais, premier easy, Arsenal deuxième à mon avis, puis après, bah, voilà. Le reste, ce sera un peu. Oui, c'est pas un groupe compliqué du tout. Non, ouais, pas du tout. Groupe E, Monaco, qui est avec le CSKA Moscou, Leverkusen et Tottenham. Moi, je pense que ça va être très compliqué pour Monaco. C'est plus compliqué là. Je les vois pas deuxième, moi. Bah, Je les vois premier pas, alors. non, je les vois pas premier. Je pense que Tottenham va scorer le groupe. Non, je les vois pas passer du coup. Je suis assez sceptique là-dessus, moi. C'est assez équilibré comme groupe. Je pense que tout le monde a ses chances.
Oui, c'est vrai, ouais. Ouais, tout le monde a ses chances. C'est justement pour ça que ça me fait peur pour Monaco, du coup. Ah non, justement, attends, ils sont dans un chapeau 4 et ils se retrouvent dans un groupe où ils peuvent avoir leur chance. Oh oui, c'est vrai Quand qu'ils même, ils ont eu de la chance au c'est quand tirage, du même coup. royal. Oui, non, bien sûr. Mais, Eux, ils auraient pu tomber sur le groupe C, la Barcelone et Manchester City, tu ouais, vois. ouais. Bon, bah là, ça aurait été plus compliqué. Ouais, c'est vrai, mais je les vois pas battre tous leurs adversaires, et du coup, en Non, ce non, non, mais sens-là, je me ça, sens pour un mal. groupe où ça peut se finir avec un premier avec 9 ou 10 points au maximum, tu vois, enfin, Toi, tu les vois finir combien? 2 ou 3. Mais pour être optimiste, j'allais, je dirais 2. Ouais. Parce que je trouve que le 100% français sera compliqué, certes, Ouais, mais possible. ouais, Il y a quand même une chance de le faire. ok. Et groupe H, enfin, groupe de Lyon, qui se retrouve avec la Juventus, FC Séville et Dynamo Zagreb. Bah, moi, Lyon, je les vois finir deuxième. Ouais, Je pense comme la plupart des gens. À mon avis, ce sera la Juve qui va dominer le groupe. sans doute. Ouais. Attention au FC Séville quand même. Et oui, c'est compliqué, c'est veillé. Ouais. Surtout qu'en plus, ils ont recruté le phare là, il y a quelques jours. Samir Nasri. Samir Nasri. Non, mais c'est vrai. Moi, je suis pas fan de Nasri, mais bon, Non, mais il peut apporter, bien hein. fonctionner dans ce Ouais, club-là. Hein. tout à fait. Hein. Non, ils ont toujours eu des bons recrutements, des bons joueurs, un bon Ouais, collectif. ouais. La Non, Juve, c'est à mon dangereux. avis, ça sera. Ouais. Il ne pourra pas passer dessus. Hein. Dans la Juve, Ouais, sur la je Juve. les verrais bien comme potentiel vainqueur cette année. De la Ligue des Champions, carrément? Oui. Ah ouais? Malgré le départ de Pogba, Ils ont perdu Pogba, mais ils ont Higuaín. ils ont été renforcés par Higuaín devant. Ouais, Un buteur comme ça vaut de l'or. ouais, c'est Même vrai. si en Ligue des Champions, ça n'a pas toujours été sa tasse de thé. Ce qui Ouais, lui était reproché notamment quand il était au Real. ouais. Comparé à Benzema qui, Qui, lui, lui, lui en avait Ligue des plus Champions, de Ligue a des toujours été Champions. génial. Mais ils ont été aussi renforcés par Daniel Alves, par exemple, latéral brésilien, donc grosse expérience. C'est vrai. Pjanic aussi, Ouais, le Bosnien qui vient de Rome. Donc tu as ces joueurs-là, plus des gars les comme cadres. Buffon, plus Khedira, plus Dybala aussi, là t'as notre attaquant argentin. Ah, donc toi, tu les vois en outsider. Hein. Je trouve Enfin, qu'il y a en. une sacrée équipe. Ouais, bon, ils peuvent Une être sacrée outsider. équipe et quand tu vois toujours leur charnière en défense avec les Chiellini, Ouais, Bonucci, Marzani, là, quand on a eu l'occasion d'en voir contre la France ouais, en sélection. On a dit, non, c'est du lourd, hein. ok. C'est du lourd. Bah, moi, je vois bien Manchester United en finale. Cette année. United, Ouais. alors de la Ligue Europa peut-être. Ah, ils sont pas où? Oh là là, C'est City. non, ah, ok, d'accord. Autant pour moi. Je crois qu'ils étaient qualifiés. Non, il a fini 5ème de la première ligue, il me Ah semble. oui. Autant pour moi. Bah alors, du coup, non, pas cette année. Non, hein, l'année prochaine. L'an prochain, oui, Ils se carrément. qualifient, mais Ouais. oui, avec l'équipe qu'ils ont, ouais, ils joueront facile le top 3 de première ligue. En plus, j'ai les groupes sous les yeux, c'est vrai qu'ils sont marqués nulle part. Non, Mais il y a Manchester City, ouais, excusez-moi. Ouais, encore un City Barça dans le groupe C. Ouais, belle affiche, hein. Belle affiche. Bayern Atletico aussi, encore. Ouais, Hein. ce que je veux dire, le groupe D, plus le PSV Eindhoven, c'est compliqué vu comment l'Atletico s'était difficilement débarrassé du PSG l'année dernière en huitième de finale. Et Madrid-Dortmund aussi. Ouais, j'allais dire un plutôt classique alléchant. aussi, Ouais, ouais. très alléchant. Est-ce que tu vois Leicester passer, tiens? Leicester, Ils sont avec il me Campos, semble Bruges et que oui. Copenhague. Oui, ils ont carrément leur chance. Ouais? Ah, carrément. Tu penses pas qu'ils vont avoir le syndrome du champion la deuxième année qui sombre? Je sais pas. Ouais. Je sais pas. Je ne saurais pas dire. En tout cas, contrairement à Montpellier, si on peut faire un comparatif quand Montpellier avait été champion de France, Ouais. il s'était retrouvé avec Arsenal, Schalke 04, et un autre club, je sais plus. Déjà, c'était un peu plus compliqué. Un peu plus chaud, ouais. Là, à part Porto, qui sont plutôt bons, Bruges et Copenhague, je pense que c'est quand même à la portée de Leicester. Ok. Ils ont gardé pas mal de leurs joueurs, hein, Ouais. quasiment tous, plus quelques renforts, Ouais. ils ont même entraîneur. Non, je pense que Leicester a vraiment ses chances. D'accord. Est-ce que tu as d'autres choses à ajouter par la Ligue des Champions ou pas? Pour l'édition de cette année, non. D'accord. En revanche, sur le thème de la Ligue des Champions, on va parler de la réforme qui sera applicable à partir de la saison 2018-2019. Oui. Donc c'est pas la saison prochaine, c'est celle d'après encore, dans 2 ans. Et le changement majeur, c'est que les 4 premières équipes des 4 meilleurs championnats européens, qui sont actuellement l'Espagne, l'Angleterre, l'Allemagne et l'Italie, Ouais. seront directement qualifiés. Voilà. Donc ces 4 championnats ont 4 équipes qualifiées automatiquement. D'accord. Qui est bien différent du processus actuel. C'est sans doute une réponse en fait de l'UEFA
par rapport à l'envie des clubs, des grands clubs, de créer une Super League en fait, séparément, sans l'accord de l'UEFA en fait. Ça fait pas mal de mois qu'on entend parler de ça. Ouais. Avec ça, peut-être que justement, ce projet va aboutir un jour. Tomber aux oubliettes, non, justement. Oui, d'accord, c'est plus le côté pour créer la Super League à part via cette réforme-là, et pas qu'elle voit le jour vraiment de manière officielle toute seule, quoi. Du coup, elle verra peut-être jamais le jour, du coup. Oui, voilà, c'est vraiment une solution bis, quoi. C'est une solution qui favorise les grands pays, en fait. Ouais, à l'inverse de ce que Platini avait instauré à l'époque pour favoriser les petits clubs. C'est total de ce que Platini faisait depuis quelques années, quoi. Ah, du coup, si c'est une rupture totale, peut-être qu'on aura la vidéo un jour aussi. Déjà, il y a des tests là qui ont été faits sur Italie-France, bon, on voit pas trop ce qui se passe, mais... C'est vrai. Mais oui, j'en avais parlé sur un de mes derniers épisodes de Footastic avec c'est en année 2017 où ça devrait se développer, avec 4 axes majeurs sur faute ou pas, surpasse, je me souviens qu'on avait parlé. but refus, enfin, quand même pas, voilà. Il y avait 4 points. Et donc, le dernier, c'était pour identifier un joueur, en fait, si c'était lui qui avait commis une faute ou pas. Enfin, bien sûr, sur un joueur impliqué dans une action. Ça va venir, je pense. C'est un peu long. C'est très long, mais ça va venir. Ouais. Ça va finir par venir, je pense. Tu voulais parler d'une deuxième réforme, sinon? Oui, c'est la Coupe de la Ligue, là, on reste dans l'Hexagone. Elle va être relookée, donc terminer les prolongations. Elle va être relookée. Ouais. C'est quoi, c'est une sponsor pitch? Non, mais c'est un relooking de la Coupe de la Ligue. Plus de prolongation. Ok. Et plus de phase finale, automatique au Stade de France. Ce sera délocalisé. D'accord. Par exemple, cette année, ce sera à Lyon. C'est pas plus mal. Hein. L'année prochaine, ce sera à Bordeaux, et l'année d'après à Lille. Alors, pour l'instant, les 3 prochaines années, je suis d'accord avec toi, c'est pas plus mal. Bah ouais, comme ça, tout le monde peut profiter du... On garde la Coupe de France au Stade de France, et puis on donne un esprit champêtre à la Coupe de la Ligue. Mais ouais, non, mais carrément, et puis c'est bien que la province puisse profiter des grandes affiches aussi, de finale. Hein. Peut-être qu'avec ces prolongations, au moins, les clubs... pas plus petits, mais les clubs même plus gros s'impliqueront un peu plus. Oui. Parce que jusqu'à présent, tous les clubs, à part ceux qui arrivent jusqu'en demi-finale, critiquent un peu la Coupe de la Ligue. Donc, le calendrier, ça passe place, ça fait trop de compétition. Et ils ont peur de jouer des prolongations à chaque fois, ça les organise, etc. Peut-être que du coup, ils sont moins réticents à engager la bataille. On verra. Ok, d'accord. Mais alors, du coup, s'il n'y a plus de prolongation, comment se termine tir en but direct. Tir en but direct. Ouais. Ok. En tout cas, c'est ce qui me paraît logique. Ouais, d'accord. Ok. Tu voulais ensuite nous parler de Thierry Henry. Oui, Thierry Henry, peut-être vous l'avez entendu. Il est maintenant le 2e assistant coach de la sélection belge. Oui, il a eu des débuts mitigés cette semaine. Oui, défaite à domicile de 0 contre l'Espagne. Ouais, j'ai vu ça. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de Thierry Henry en Belgique? Alors, je trouve ça génial que Thierry Henry prenne des responsabilités dans une équipe nationale. Maintenant, je sais pas si on va rebondir sur un sujet qu'on va aborder après dans l'émission, mais j'aurais bien vu prendre des responsabilités à Arsenal, plutôt que dans l'équipe de Belgique. Mais pourquoi pas, en plus c'est quelqu'un qui investit, peu importe où il passe, on l'a toujours vu, il a toujours été super investi de la cause qui lui était confiée. Donc c'est une bonne idée. Je pense qu'il est fin tacticien en plus, bon meneur d'hommes. Donc non, c'est une excellente idée. Il sera à sa place à mon avis. Ouais. Et il commence modestement, en 2e assistant coach. Oui, mais il n'a pas premier assistant ou coach. Mais je pense que c'est très bien parce que déjà ça lui laisse une liberté aussi de travail. Ça lui permet de pas être de front par rapport à la presse et par rapport aux résultats et tout ça. Ça lui permet de travailler aussi tranquillement de son côté. C'est déjà qu'il s'appelle Thierry Henry, c'est déjà compliqué en ce sens d'arriver à un poste au sein de l'équipe nationale. Si en plus il était en première ligne, il se serait fait descendre. Là au moins il est protégé. Et il peut commencer à apprendre le métier le mieux, je pense. Je pense que c'est le bon environnement, quoi. Ouais, mais ça a été plutôt vite pour lui, puisque son diplôme d'entraîneur, il l'a eu il n'y a pas si longtemps que ça. Ouais. Donc je trouve que c'est bien qu'il trouve un poste directement. Un poste déjà, ouais. Après, ça fait un peu bizarre que du coup ce soit pour une sélection étrangère. Oui. Oui, mais alors, il a besoin d'expérience. Est-ce que du coup en France on lui a rien proposé aussi, quoi? Et en Angleterre, est-ce qu'il n'a pas eu non plus mais je pense que Thierry Henry, au contraire de. Si on faisait un comparatif avec les autres gars de sa génération, qui sont passés entraîneurs principaux directs, comme Deschamps, Blanc, tout ça, je pense que Thierry Henry a un peu moins la fibre de manager. Et je pense qu'il a besoin d'apprendre aux côtés de coachs principaux ou de premiers assistants, etc. Je pense qu'il a besoin
d'apprendre plus par rapport à ça. Donc, c'est pour ça, on a dit que le choix d'être deuxième assistant dans un premier temps, c'est De commencer pas doucement. plus mal. Ouais. Tout à fait. Et du coup, enfin, tu voulais nous parler de Van der Vaart. Oui, Van der Vaart, je ne sais pas si vous le connaissez, mais bon, c'était un prodige néerlandais, qui a une carrière un peu mitigée par rapport à tous les espoirs qui étaient placés sur lui, mais bref, Ouais. il signe cette saison au Midtjylland, c'est Waouh. ce club danois là, qui avait affronté Manchester United en Ligue Europa, notamment l'année dernière, là, Ouais. ils les avaient battus à domicile, enfin bref. Voilà, c'est pas grandiose, je voulais en parler parce que ça m'avait surpris quand j'ai vu ça. Et bon, bah, on a quand même une fin de carrière qui s'annonce pour ce Ouais. joueur-là. Il était au Betis Séville l'année dernière, maintenant il est au Midtjylland, qui était troisième du championnat danois. Donc bon, Mais on va petit à petit le voir. comment ça s'explique? Enfin, il est passé par le début de sa carrière? Pardon? Il est passé par là au début de sa carrière? Comment ça s'explique? Non, non, mais peut-être qu'il a envie de jouer encore et qu'il n'a pas. C'est le seul propos qu'il aurait eu? Il n'a pas de proposition suffisamment intéressante. Allez. Ok. Bon, soit, hein, pourquoi Voilà, pas. Hein. donc, oui, ça On m'avait verra. alerté un peu. Donc, Peut-être je qu'on le voulais en verra parler. encore dans les zappings, tu sais. J'aime bien de temps en temps parler de la retraite des joueurs, si ça se trouve. Ça pour bientôt, Van der Vaart. C'est clair. Vous allez le retrouver peut-être le mois prochain dans le deuxième épisode de la saison 2. Il a 33 ans, alors pour un milieu de terrain, il peut. Oui, ouais, Voilà. carrément. Il peut jouer encore au moins Il peut 2 avoir ans. quelques années, ouais. Ouais, à bon niveau. Sans aucun problème. On passe tout de suite au Footastic, Foot Patatastic. Alors, Titi, moi je voulais commencer par un Footastic. Ouais. Mon Footastic est un peu original. C'est un film, il s'agit de Coup de tête, le film de Patrick Devers. Avec Patrick Devers. C'est pas tout jeune. C'est pas tout jeune, c'est les années 70, 76, je crois, de mémoire. Et en fait, du coup, je suis tombé sur ce film par hasard. Ouais, je l'ai jamais vu. Je l'avais jamais vu, je connaissais le nom, Ouais. mais je l'avais jamais vu. Et du coup, je l'ai regardé, et ça m'a plutôt fait rire. Ouais. Du coup, pour vous pitcher un peu le film, vous qui nous écoutez, Coup de tête, c'est l'histoire d'un joueur de football, qui est François Perrin, qui est joué par Patrick Devers, qui joue en équipe réserve de 30 ans, qui au moment du film est en pleine Coupe de France. D'accord. Et du coup, François Perrin blesse à l'entraînement le joueur vedette de l'équipe de 30 ans. Enfin, il blesse vite fait, hein. Le gars peut jouer quand même, quoi. Mais du coup, il se retrouve totalement exclu du club, mais également de la ville, et il devient le bouc émissaire, si tu veux, de tout ce qui gravite autour, pour prendre la responsabilité alors c'est là que ça devient un peu judiciaire avec le film qui commence. En fait, il prend la responsabilité d'un viol qui a été commis par le joueur vedette qu'il a blessé de l'équipe de 30 ans. D'accord. Et du coup, voilà, il endosse tout pour sa pomme, il se fait virer de la ville, il se fait bannir, enfin, tout ce que tu veux. Et ensuite, l'histoire se poursuit, lui, il finit en prison, et il y a un accident de car qui survient de l'équipe de 5 ans, qui prive 5 ans, du coup, de joueurs pour l'affronter l'équipe de l'USTT en 16e de finale de la Coupe de France. Et la seule solution qu'ont les dirigeants du club à ce moment-là, c'est de rappeler Perrin, quoi. Alors, ils arrivent à le faire sortir de prison par un moyen un peu ubuesque pour l'époque, mais bon, ça passe, dans le film, ça passe. On s'en préoccupe pas plus que ça. Genre pas d'hélicoptère pour l'évasion. Non, mais enfin, c'est vraiment. Il n'y a pas de procédure à cette époque-là. Tu sors comme ça, hein, c'est un peu le délire. Et en fait, du coup, ce dernier joue pendant le match, et il marque un doublé, et il devient un héros extraordinaire pour la ville de Trinquant. Et après, donc voilà, je vais pas vous spoiler la fin du film, mais du coup, en gros, il profite de son statut pour se venger et prouver son innocence. D'accord. Et voilà, moi je voulais vous parler de ce film-là parce que ça m'a fait rire dans le sens où on aperçoit dans le film plein de fortes têtes, que ce soit dans l'équipe dirigeante du club de football, mais aussi dans la ville et dans tout ce qui gravite autour, qui sont prêts à vendre père et mère pour gagner un match et voilà, qui surenchérissent les prix. C'est n'importe quoi, c'est du football dans toute sa décadence. Ça m'a fait rire aussi, c'est les entraînements en Converse. Je joue en Converse. Ça se faisait, ça. C'est tellement drôle, là. Mais écoute, je sais pas, mais ouais, j'imagine qu'à une époque ça a dû se faire, parce que ils ont tous des converses, c'est assez rigolo, quoi. D'ailleurs, il me semble que sur l'affiche, qu'on vous mettra sur le blog, l'affiche du film, je crois qu'il est en converse, Patrick Devers, sur l'affiche. Ah, c'est marrant. Voilà, après, ça m'a fait aussi de voir voilà, le foot comme moteur d'une ville, où tout le monde vit pour ça, et c'était plutôt sympa. Les dérives du foot, j'en ai parlé, puis Patrick Devers qui fait une performance assez exceptionnelle. Voilà pour mon Footastic. Ok, ben à voir alors. À voir, ah oui, à voir absolument. Tu m'as dit quand on a préparé l'émission qu'il est passé à UGC Culte, le film. Mais ils l'ont repassé. D'accord, tu sais plus s'il est encore à l'affiche. Non, parce que du coup, c'est. Pour ceux qui connaissent le principe ou pas, d'ailleurs, je vais expliquer.
c'est une fois par semaine. Ok, d'accord. Un nouveau film en fait, un soir par semaine. Donc, Bon, si jamais en tout cas il est encore à l'affiche, courez-y. Vraiment, ça vaut le coup, vous passez un bon moment. Alors moi, pour le Footastic, je voulais parler de Samuel Umtiti et de ses très bonnes performances actuelles. Au Barça. Donc, au Barça, voilà. On l'avait laissé en fait à l'Euro 2000. Je dis ça parce que je vais en parler plus tard en fait, c'est un lapsus. Au championnat d'Europe donc, de cette année en France, Ouais. où il avait fait des super matchs couteau suisse en fait, quoi. On l'avait appelé un peu à la rescousse et en quart de finale, demi-finale, finale, il avait super bien joué. Il a signé au Barça à l'intersaison et tout se passe pour l'instant très bien. On va pas s'enflammer hein, parce que c'est que le début de saison, mais je voulais quand même en parler parce qu'il a que 22 ans ce bonhomme. Ouais. Et de s'imposer comme, enfin de s'imposer, en tout cas d'avoir sa place dans un club comme le FC Barcelone. Il a gagné la Super Coupe d'Espagne en arrivant et les deux premiers matchs, il a été titulaire aux côtés de Piqué, Ouais. de Gérard Piqué. Donc pour l'instant, tout se passe vraiment à merveille pour lui. Ok. Pourvu que ça dure et c'est peut-être lui le prochain pilier de l'équipe de France, qui sait. Ah oui, pourquoi pas, ouais. Ça fait combien de matchs là au Barça? En championnat 2, Deux. et tu rajoutes 2 matchs avec la Super Coupe d'Espagne aussi. C'est D'accord. un match aller-retour. Titulaire à chaque fois? Ouais. Solide. Ouais, Solide. carrément. Déjà enchaîner 4 matchs au Barça quand t'as 22 ans. Ouais. Solide, ok. On passe tout de suite au foot pas fantastique. Je t'écoute. Il s'agit de l'arrivée de Balotelli à Nice. Ah. Si vous nous écoutez depuis la saison dernière, vous n'êtes pas sans savoir que je suis pas très fan de Balotelli. Tellement de choses à dire. Ouais, moi j'en ai dit plus que mitigé. Ouais. Je souhaite aux Niçois qu'ils cartonnent. Maintenant, Oui, j'y crois bien pas. sûr. Moi, j'y crois pas du tout. Je pense que ça va être un peu le même syndrome de Moutou, quand il était allé à Bastia. Ouais, Ajaccio. Ajaccio, pardon. Ouais. Et bon, voilà, quoi. Ouais, Enfin, on avait fait signer un nom ronflant et finalement, c'était nul, quoi. Honnêtement, c'était nul. Donc voilà, t'en penses quoi, toi? Je crois plus beaucoup en ce joueur-là non plus. La preuve, c'est que il y a plus aucun grand club qui tient en lui. Ouais. Il s'est brillé complètement, en fait, de tous les grands clubs européens. Et s'il va à Nice, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'autres opportunités Oui. ronflantes. Oui. Après, il y a toujours le petit espoir, tu sais, les 5 ou 10% où tu te dis, ah, peut-être qu'il a changé ou pas, puisque s'il va à Nice, il repart de zéro, entre guillemets, quoi. Ah oui, ça c'est sûr. Peut-être qu'il a gagné en humilité, ou peut-être que, je sais pas, ils sont plus modestes et que il veut juste jouer, faire ses preuves, je sais pas. Alors, il a eu des pépins physiques, c'est vrai, ces dernières années, mais bon, après, j'aime pas le personnage, mais non. Il se la pète beaucoup trop. Ouais, il a pas l'air très fluide aussi, quoi. Non, voilà. C'est pas le fait qu'il se la pète qui me dérange, mais quand tu te la pètes, il faut avoir des résultats derrière, en fait. Oui, bien sûr. Voilà. Ouais, tu peux faire comme Zlatan ou comme Ronaldo. Voilà, c'est tout. Et ça passe. Voilà. Quand tu te la pètes, que tu dis que t'es le meilleur du monde et que le maximum de buts dans une année c'est 10, bon bah. Ouais, du coup, c'est dommage. En attaquant, c'est très très moyen. Ouais, bon, en fait, on souhaite aux Niçois que ça fonctionne, mais moi, en tout cas, je suis assez sceptique. Toi aussi, je crois que tu me rejoins là-dessus. Hein. Ouais, il y a plus sceptique qu'optimiste quand même. Ouais. Mais bon, pour une fois, comme toi, ce serait bien que ça marche, mais, ah oui. Mais bon, je pense que c'est plus un coup de com' qu'autre chose, quoi. Du coup, Nice a gagné beaucoup en visibilité en Europe. Hein. Oui, bien sûr. Tout le monde a parlé de ça. Ouais, mais par contre aussi, la question que je me suis fait aussi, c'est que bon, le fait qu'il soit bon, pas bon, voilà, on verra bien, on va vite fixer de toute façon. Et au pire, il restera pas plus de sa saison. Enfin, je sais pas comment ça s'est passé au niveau des contrats et voilà ce qu'ils ont prévu, mais à mon avis, les dirigeants niçois peuvent se retourner là-dessus. Moi, ce qui m'embêterait beaucoup, c'est que aussi, il a quand même un ego assez fort, on vient d'en parler, c'est qu'il déséquilibre le vestiaire. Oui. Ça serait dommage parce que Nice, c'est quand même une belle dynamique depuis quelques années. C'est là où on verra s'il a changé ou pas. Ouais, mais bon, ça risque assez lourd à prendre pour l'équipe de Nice, ouais. de rien. Mais j'ai l'impression que Nice, justement, se lance un peu là-dedans. Disons qu'il y avait Ben Arfa l'année dernière. Ouais. C'était quand même un petit coup de poker. Hein. Ouais, ça a marché. Mais les coups de poker, ça marche pas toujours. C'est vrai. Parce que d'ailleurs, avant Ben Arfa, il y avait un autre joueur, je sais plus, Anin, je crois, quelque chose comme ça. Qui était pas très connu en fait, mais il était annoncé comme un potentiel énorme, mais avec un caractère un peu bizarre et ça n'avait pas marché. Ah, je m'en souviens pas, moi. Là, je sais pas, on verra. Ouais, on verra. Tu avais un foot pas fantastique, toi aussi. Oui, moi je voulais parler des sélections masculines aux Jeux Olympiques. Ah. Parce que je trouve que c'est n'importe quoi. Carrément.
Pas de demi-mesure. Non, C'est n'importe quoi. non, c'est nul. Le critère, en fait, simple pour la sélection des joueurs aux Jeux Ouais. Olympiques, pour les hommes, c'est des joueurs de moins de 23 ans, Ok. exclusivement, plus 3 joueurs Trois de plus de jokers. 23 ans. Voilà, 3 jokers, comme on pourrait dire. Et je trouve ça nul parce que, du coup, il y a aucune saveur, il n'y a aucun intérêt, en fait. Je trouve, d'être champion olympique de foot chez les hommes, ouais, super, Oui, 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 oui. c'est un championnat espoir, en Du fait. coup, la compétition est dénuée de sens, en fait. Bah, et même des intérêts, quand tu regardes, Ouais. on n'en parle pas tant que ça. Non, On en parle pas beaucoup. On a parlé vite fait de la victoire du Brésil, mais c'est tout, quoi. Voilà, Le reste, c'est même moins suivi que la compétition féminine. on a la victoire de Neymar, en fait, du coup. C'est vrai. C'est Ouais. même plus les filles. Et je crois que c'est la seule discipline, avec la boxe peut-être, Mhm. où tu as ce genre de règlement pour la sélection. Parce que la boxe, il y a un truc avec les professionnels et les amateurs. Tu vois, on ne prend pas des pros, on prend Oui, que les amateurs oui, aux Jeux Olympiques. Donc c'est là aussi un sport un peu, enfin, au niveau de la sélection, où c'est particulier. Et le foot, voilà, il y a cette règle en plus. Moi, je trouve que du coup, il n'y a pas de sens. Alors, mais la place de la question du excuse-moi, mais c'est vrai que t'as de te couper, mais la place du football au JO, oui, c'est une vraie question, quoi. Hein. Est-ce que ça. le foot a clairement sa place. Mais à ce moment-là, Pas comme ça? qu'on mette des vraies sélections, qu'on n'ait pas de critères comme ça de sélection. Ouais, mais vu qu'on a déjà la Coupe du Monde, t'as pas peur que ça fasse double emploi par rapport Non, parce qu'on n'est pas obligé d'avoir le même format que la Coupe du Monde. La Coupe du Monde, on a 32 équipes. Ouais. Là, on en aurait beaucoup moins. Par exemple, quand tu regardes au basketball ou dans d'autres sports aux Jeux Olympiques, Ouais. c'est pas tout à fait le même format qu'un championnat du monde. Tu as beaucoup moins d'équipes. D'accord. Par exemple, au basket, tu n'as que 12 équipes. Ok. Et tu sais combien sont sélectionnés, du coup, ces 12 équipes Ouais, déjà, tu as le champion du monde, de chaque continent aussi? tu as des tournois qualificatifs et effectivement, sur les championnats continentaux, tu as aussi le premier. Mais c'est super dur de se qualifier aux Jeux Olympiques Oui. parce que tu peux être en finale du championnat d'Europe, mais ne pas être qualifié. Ouais. Par exemple, l'équipe de France du basket, avec les super résultats qu'elle a eu, elle a dû arracher sa qualification à un tournoi qualificatif en plein été, là, à Manille. D'accord. Enfin, c'est super compliqué. Et du coup, on pourrait imaginer un tournoi où il y a une équipe européenne, une équipe nord-américaine, une équipe complètement, ouais, sud-américaine. une sorte de coupe des confédérations en fait. Oui. Ce serait un peu ça dans le format. C'est 12 équipes, je crois, un truc comme ça. Maintenant, combien ils sont? Moi, ils sont 8, je crois, de groupes de 4. Ok. Ouais, une coupe des confédérations un peu plus importante, quoi. Je veux dire, avec le champion du monde, le champion anti-quantique, pourquoi pas, les championnats des différents continents, quelques équipes en plus, tu vois, Ouais. à 12, 16 équipes en fait, Ouais. par exemple. Ah, mais c'est vrai que c'est un débat, à mon avis, qui ressurgira dans le futur. Là, je trouve que c'est nul. Ouais, soit réorganisé, soit enlevé, à mon avis. Mais... Parce que là, par exemple, aux Jeux Olympiques, je m'en foutais complètement du foot. Tu vois, oui, moi aussi. je prenais beaucoup plus de plaisir à regarder les autres sports. Ouais, j'ai même pas suivi les résultats, mais du coup, c'est pour ça que je me disais pourquoi pas. Je suivais les Pourquoi on résultats, n'aime pas le mais retirer, peut-être, tu ouais. vois. Moi, ça me choquerait pas. Bah, si on reste avec ce règlement-là, oui, carrément, oui, on peut le retirer, ouais. Ouais. Ouais, à voir. Mais oui, ok, je comprends ton point de vue, ouais, tout à fait. On passe aux espoirs? Allez, Vas-y, Titi, alors. donc pour le prochain épisode, Ouais. pour le mois à venir, Loïc, je te demanderai d'étudier 2 joueurs, dont le premier, Gérard Deulofeu. Ça, c'est dégueulasse. Pourquoi? Parce que j'arrive pas à le dire, en fait. Bah, je sais pas si je le dis, enfin, bref, c'est un Espagnol qui jouait à Everton, alors je t'avais déjà demandé Ah, mais bien sûr, bah oui. de l'étudier, Je m'en souviens de lui. mais voilà, il avait été blessé tout le mois, donc C'est du ça, coup, il était passé à la trappe. voilà. Alors, Gérard, blesse-toi. Si tu m'entends, blesse-toi. Ça m'évitera de prendre Mais tout non, le mais si temps. il se blesse, je te le redemanderai à l'épisode d'après, de toute façon. Il se blessera tout le temps. Fais-toi les croiser des deux jambes. J'allais dire, un bon petit gâté en nez, là, boum. Non, non, non. C'était une ancienne pépite du Barça, en fait. Ouais. Donc, c'est pour ça que ça m'intéresse. Je voudrais voir ce que ça donne du côté d'Everton. Ça marche, c'est noté. Et deuxièmement, c'est le français Thomas Lemar, qui joue du côté de Monaco. Ok, je ne connais pas. Il commence à faire du bruit. C'est aussi un joueur qui est annoncé comme une jeune pépite. Et on le présente comme le nouveau Anthony Martial. D'accord. Donc, à voir. Ok. Il joue au poste d'attaquant aussi? Ouais, il est attaquant. Ouais. Ok. Moi, Ok. j'avais deux joueurs aussi, du coup. J'avais Émeric Laporte, Ouais, dont on parle beaucoup en ce moment, tout à fait. notamment pour l'équipe de France Ben oui. et pour l'équipe d'Espagne, parce que je crois qu'il y a une Bilby. Bah, il n'a pas été. Enfin, il n'a pas Ouais, joué encore dans oui, aucune c'est des une deux équipes, question, donc je crois, effectivement, voilà. il peut jouer dans les deux encore. Qui joue à Bilbao. Et Tony Villena, qui est milieu offensif de Feyenoord. Je connais pas.
que je connaissais pas non plus, qui est assez jeune, et voilà, qui est titulaire au début de la saison, il fait c'est un bon départ de championnat, donc du coup je voulais savoir ce que ça pouvait donner. D'accord. Voilà pour les espoirs. Très bien. On passe tout de suite à la minute où. Allez, je commence. Alors, j'avais fait mon lapsus tout à l'heure Euro 2000, donc c'était tout simplement pour parler du Portugal à l'Euro 2000. En fait, je voulais parler du Portugal parce que bon, ils ont gagné le dernier championnat d'Europe, alors c'est une sorte de... Tu voulais raviver la flèche. Non, mais bon, c'est bon, on passe à autre chose. Pas encore. Non, mais bon, faut quand même voilà, rendre hommage. Et à l'Euro 2000, en fait, ils m'avaient beaucoup surpris. Ils sont redevenus en fait une nation importante du football à ce moment-là. Je m'explique. Depuis la demi-finale épique contre la France au championnat d'Europe, 84, remportée par la France, ils n'avaient connu qu'une seule participation dans une grande compétition internationale. C'était en 96, au championnat d'Europe, ils avaient fait quart de finale. Mais sinon, à part ça, nada, walou, zéro Coupe du Monde, rien du tout. C'est-à-dire que le Portugal était vraiment, sur les choix internationaux, ils n'existaient pas beaucoup. Au même niveau qu'ils étaient au JO, quoi. C'est-à-dire qu'ils n'y étaient pas. Je l'ai pas vu d'ailleurs. Ils n'y étaient pas. Attends. Ah bah j'ai un doute, j'ai pas vu. Et d'autant plus que, moi le foot, j'ai commencé à suivre en 98. Tu vois, comme la génération, bref. Le Portugal n'y était pas en 98, donc en fait, pour moi le Portugal à cette époque-là, c'était rien. Existant, tu vois, voilà. Et le fait on parle que de football, hein. Pour les gens qui nous écoutent. Oui, bien sûr, on parle non, bien sûr, le Portugal est un très beau pays. Hein. Mais bien sûr, oui, tout à fait. Non, on parle au foot, c'est vrai qu'ils avaient eu 20 ans, quasiment. De disette. Voilà, de disette, vraiment. Et ça m'avait surpris du coup de les voir performants à l'Euro 2000, et notamment sur le premier match qu'ils ont fait contre l'Angleterre. C'était vraiment un bijou, ce match-là. Les Anglais mènent 2-0, rapidement. Les Portugais reviennent et s'imposent 3-2. Vraiment, il y a des super buts dans ce match. D'ailleurs, je mets le lien vers une vidéo YouTube, donc on met sur le blog et également sur notre épisode, sur notre chaîne YouTube. D'accord. Regardez ce résumé, c'est juste exceptionnel. Ensuite, ils battent la Roumanie 1-0 difficilement et ils écrasent les Allemands 3-0. Donc ils terminent premier de leur groupe avec 3 victoires en 3 matchs devant la Roumanie, l'Angleterre et l'Allemagne. Donc pas mal. Vraiment, excusez du peu, c'est vraiment très bien. Très bien. Ensuite, ils battent la Turquie 2-0, donc plutôt tranquillement. Et après, donc match hyper stressant contre la France sans demi que les Bleus remportent au but en or. Mais en tout cas, une super campagne pour les Portugais qui pouvaient nourrir à la fois des regrets puisque ils ont super bien joué et ça s'est joué pas grand chose contre la France. Même contre nous, tout à fait. Et d'autre part, ils ont pu nourrir de grosses ambitions pour les compétitions à venir parce qu'ils avaient quand même des sacrés joueurs comme Figo, Rui Costa, João Pinto, comme c'est ça, Gomez, enfin bref, sacrée génération. Donc malheureusement ça n'a pas gagné de titre après ça. Mais en tout cas ça a lancé un élan dans ce pays, enfin le football, vraiment l'espoir de gagner une grande compétition. Et à partir de ce moment-là, ils ont toujours été présents dans toutes les compétitions internationales, championnat d'Europe et Coupe du Monde. Donc ils sont vraiment revenus au premier plan vraiment du football international. D'accord. Je vais vous mettre également le lien de France-Portugal, de cette demi-finale. C'est pas mal aussi. C'était vraiment très 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 stressant comme match. C'est vrai. C'est joué à rien du tout. Et toi de ton côté, qu'est-ce que tu nous as préparé? Moi, une petite minute où, c'est une minute un peu à la marge aussi. Je voulais vous parler de la dernière fois où l'OM m'a fait avoir un fou rire. En fait, c'est bravo d'ailleurs, merci pour ce petit moment. Il y a beaucoup d'actu avec l'OM. En ce moment, c'est vrai que ils sont partout. C'est environ il y a 15 jours, les JO viennent de finir. Et c'est un peu le vide en termes d'actualité. C'est pas grand chose. Et notre ancien président, M. Sarkozy, en profite pour lancer sa campagne de retour et de présidence, de potentiel candidat à l'élection présidentielle. Voilà. Et paf, le jour même, la rumeur de retour de Bielsa à l'OM tombe. Résultat, Sarkozy s'est retrouvé totalement noyé dans les limbes de Twitter, totalement débordé par le football. Du coup, son entrée en campagne avait été totalement écrasée. Et le soir même, l'OM et Bielsa génèrent 2 fois plus de tweets quand on sait l'importance qu'ont les réseaux sociaux aujourd'hui que Sarkozy, et voilà, ça m'a fait mourir de rire. Je me suis dit que un plan stratégique comme ça qui est calculé au cordeau, et je pense que le jour est décidé mais des semaines à l'avance, c'est-à-dire c'est là qu'on va le dire, c'est là qu'on va le sortir, parce qu'il n'y a plus rien, il y a tac, tout ça. Et Bielsa qui arrive à foutre son grain de sel là-dedans, alors qu'en plus il est même pas dans le projet de l'OM encore. C'est une rumeur simplement. J'ai trouvé ça génial. T'as raison, oui. Un truc officiel. Ça m'a fait ma soirée. Ça m'a fait ma soirée.
On s'emballe un peu pour rien, quoi. Oui, oui, tout à fait, ouais. Alors qu'il y a des choses un peu plus importantes. C'est clair. Tout de suite, le duel. Alors, Titi, Ouais. j'ai un petit tu préfères à te suggérer, Ouais. comme les premières émissions de la saison dernière. Tu es prêt? Je suis prêt. Titi, est-ce que tu préfères à vie? À chaque fois que tu reçois un appel téléphonique, tu te retrouves dans le virage sud du Galatasaray en plein match. Ou alors, à vie, à chaque fois que tu montes dans ta voiture pour aller quelque part, il y a un streaker qui fait le trajet avec toi. Mais le streaker dégueulasse, hein, l'anglais avec son gros ventre et tout, qui est tout nu sur le stade, quoi. Mais il court à côté de la voiture. Non, non, il est avec toi dans la voiture. Tout nu. Ah ouais, dis donc. Mais alors, le Galatasaray, là, est-ce que c'est à chaque fois un match qu'on fait un matché ou pas? C'est un match du Galatasaray. Moi, j'ai pas vu beaucoup d'ambiance du Galatasaray à la télé. Je sais pas, c'était les matchs de Ligue des Champions. Ouais. Ou sinon les derbies qui partaient vraiment en sucette. Mais en fait, justement, ma question repose là-dessus, parce que le Galatasaray, il peut y avoir une très bonne ambiance, mais les matchs enfin, les derbies, c'est très chaud. Ouais, ouais. Bah, Du coup, sa vie, à chaque fois que tu décroches ton téléphone, c'est chaud. Du coup, je te laisse le choix. Ou alors le striker, Le choix du roi. Waouh, waouh, waouh. Ah oui, les deux sont pas aisés. Hein. Et alors, quand tu décroches le téléphone, tu te retrouves dans le stade. Ah oui, automatiquement. Dans le virage sud en plus, direct dans le virage avec les Ah, mais supporters. on n'entend rien au téléphone, du coup. Ouais. Avec l'ambiance. Non, c'est vrai, ouais. Ah ouais. C'est vrai. Ouais, du coup, pour le côté pratique, je dirais le striker. D'accord. Il est tout mis à côté de toi, quoi. Ah ouais, je suis balance sur couverture, je sais pas. D'accord. Son gilet jaune. Après, c'est sûr que sur Blablacar, il faudra préciser, quoi. Ah, Attention, sur un prénom dans la voiture côté passager. Mais du coup, il y aura moins de monde qui viendra voyager avec moi. Ouais, par contre, peut-être que tu peux le faire payer plus cher. Plus cher, tu prends? Moi, je sais pas, du coup, autant il prend sa place, il est à poil. Ouais. Après, j'ai dit suivi que. Moi, je dirais le striker. Ça marche. Eh bien. Chaque fois, c'est des choix très cornéliens. On passe au petit papier? Il n'y a pas de diagnostic là? Si. On l'a refait, du coup. On passe au diagnostic? Ça marche. Alors, moi j'ai un petit sujet à vous parler. C'est l'arrêt Bosman. Le mercato vient de finir. Eh oui. Et pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas l'arrêt Bosman, c'est un arrêté. Un gardien de but. Non, c'est pas un arrêté, c'est pas un gardien de but. C'est un arrêté qui a un peu changé le visage du football en Europe. Bah, complètement. En fait, ceux d'entre vous qui sont nés en 95 n'ont probablement jamais entendu cette phrase. Manchester ne peut pas recruter, il doit virer un extra-communautaire pour acheter Cantona. Ouais. Et moi, c'est une phrase, quand j'étais enfant, je me souviens l'avoir entendue plein de fois, que voilà, il y a des bisbilles là-dessus. Et en fait, effectivement, avant 95, impossible pour un club de foot d'avoir plus de 3 joueurs extra-communautaires. Ouais. Et en fait, cette situation a pris fin en 95 lorsque le footballeur belge Jean-Marc Bosman voit son transfert échouer pour cette raison-là, justement. Donc, il est passé à son club et voilà, à cause des 3 extra-communautaires qui étaient déjà dans le club où il devait aller, il n'a pas pu le faire. Mais du coup, le bonhomme avait un peu de sous le pied, et il décide de saisir la Cour de justice de l'Union européenne en vertu du traité de Rome. Alors le traité de Rome, pour ceux qui ne savent pas ou qui l'ont oublié, c'est un traité qui permet notamment dans son article 38 de garantir la libre circulation des travailleurs entre les États membres de l'Union européenne. D'accord. Et alors du coup, ce traité, maintenant, il a été ratifié par un autre pays, hein, c'est plus juste cantonné à l'Union européenne. Mais voilà. Du coup, la Cour de justice de l'Union européenne donne raison à Jean-Marc Bosman. Alors, il y avait aussi une question financière de prime qui a été remise en cause, mais bon, voilà, on en parlera peut-être un autre jour, mais en tout cas, c'est pas le propos pour cette chronique. Et du coup, ce cas a fait jurisprudence et a modifié complètement l'usage du football européen, si bien que lors de la saison 96-97, cette règle de 3 joueurs extra-communautaires est totalement abolie. Ouais. Et moins de 3 ans plus tard, en 99, Chelsea aligne pour la première fois 11 titulaires sans joueur anglais. Donc en 3 ans, que ce soit au niveau du nombre de transferts en Europe, du montant des transferts, parce que ça aussi fait exploser les montants, on se souvient de Zizou qui avait été transféré de cette époque-là à la Juve au Real pour une somme astronomique, Ouais. qui avait le record à l'époque, ça a tout modifié. Et du coup, on s'est retrouvé aujourd'hui avec le football tel qu'on le connaît, où n'importe quel team peut être composé de n'importe quel joueur, peu importe sa nationalité. Voilà. Enfin, disons que, il me semble,
Donc on peut recruter autant de joueurs extra-communautaires qu'on veut. Oui. Par contre, au niveau du nombre au niveau des joueurs alignés sur le terrain, Oui. là c'est limité, il me semble, en fonction des joueurs européens et non européens. Alors, c'est possible Là, pour les joueurs européens, oui, tout à fait. Ouais. C'est vrai que Chelsea, quand ils avaient fait ça, ils avaient des joueurs européens. Donc, ouais. Après, ça dépend du championnat national et la compétition européenne, comme Ligue des Champions au niveau européen, c'est légèrement différent. différent. Ouais, je sais plus. Je crois qu'en Ligue des Champions, c'est, je sais pas, 4 ou 5 joueurs Dans le 11, dans le départ. titulaire, ouais, quelque chose comme ça. Voilà. Ouais. Mais en revanche, comme Larry Osman, que là, tu peux recruter vraiment autant de joueurs que tu veux, qui viennent partout d'ailleurs. Enfin, voilà. Et ouais, et du coup, juste pour petit plus comme ça, le premier club à avoir fait une équipe constituée de aucun joueur anglais, c'était Arsenal. Ouais, ça me surprend pas, ouais. Wenger avait dit qu'il connaissait pas la règle quand il avait fait la réflexion. C'est vrai. Il avait dit qu'il était pas au courant. Bon, j'y crois moyen, mais pourquoi pas, quoi. Voilà pour Larry Bosman. Ok. De quoi tu veux nous parler, toi, Titi? Ben, de rien du tout. Mais de rien du tout, parce que le diagnostic, c'est que moi. Du coup, on passe au petit papier. Je voulais vous parler de l'autobiographie d'Alex Ferguson, qui parut en 2013. Ça s'intitule Mon autobiographie, tout simplement. Il a fait dans la simplicité. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Alex Ferguson, allez voir sur internet. Hein. C'est un sœur. Voilà, déjà, c'est un sœur. Il est titré. Puis c'est un peu la honte. Il est titré en tous les sens du terme d'ailleurs. Exact, ouais, très beau jeu de mots. Très titré. Alors avec ce livre, en fait, j'ai alterné le chaud et le froid. Je vais commencer par le positif. Ce qui est bien, c'est qu'il balance vraiment tout ce qu'il pense. Ah. Il se confie sans concession, vraiment, que ce soit en bien ou en mal, il balance tout. Alors, il peut par exemple vanter les qualités de certains joueurs, ouais. Ou bien même regretter d'en avoir recruté certains comme Barthez, Blanc notamment, ou même Bébé, brésilien, qui a fait un gros flop. Le point de vue négatif, je trouve que c'est un livre vraiment pour les érudits de football. Tellement il rentre dans les détails sur les équipes, les joueurs et les entraîneurs des 50 dernières années. Plus que ça, puisque ça part même du temps où il était joueur en Écosse. Donc je trouve que même pour quelqu'un qui connaît le foot, ça peut parfois être difficile à suivre. Par exemple, il peut très bien parler d'un match qui s'est passé en 92 où ils se sont fait rejoindre dans les arrêts de jeu. Ouais. Et il va te balancer le nom du buteur, du passeur décisif. Bon, ça fait un peu beaucoup, enfin pas besoin quoi, je veux dire, pas besoin d'aller autant dans les détails. Ouais. Alors si on connaît rien en foot, c'est à mon avis impossible de suivre parce que tu peux pas associer en fait une image à tous les noms qui sont énoncés dans le livre. Oui. Puisqu'il parle aussi bien des entraîneurs il y a 40 ans, enfin des gens du staff, des gens de son entourage, ou des joueurs de l'époque, enfin bref, c'est moi toute la période qui arrive dans les années 90, bon bah ça va, tu vois, je vois assez bien, mais tout ce qui se passe avant. Outre les grands classiques, enfin vraiment les joueurs importants, bien sûr. Ça va très loin. Quoi. Ça va très loin. Alors heureusement, on apprend plein de choses sur lui, plein de choses intéressantes, ses passions par exemple. Il aime le vin, la lecture, les courses hippiques. Sa vision du management, selon lui, doit absolument garder le contrôle et le pouvoir dans le club. En fait, dès qu'un joueur se croit au-dessus du club, ou fait de la merde, il doit tout simplement quitter le club. D'accord. Donc, par rapport Ronaldo non, Ronaldo, c'était... C'est lui qui est visé dans cette déclaration? Non, pas du tout. Sont visés notamment Roy Keane et Van Nistelrooy. Ah oui. La séparation du club s'est fait en de mauvais termes. Roy Keane, ça ne m'étonne pas du tout. Van Nistelrooy, par contre, je suis plus étonné. Moi, je ne savais pas. Van Nistelrooy, je pensais plutôt que c'était Louis Saha qui l'avait un peu mis sur le banc. Et il y avait aussi Bisbee avec Ronaldo aussi, justement. Je crois qu'ils s'entendaient pas très bien tous les deux. Mais c'était ensemble à Manchester. En gros, surtout pour Roy Keane, c'est qui a pété un câble à un moment donné. Ouais. Il a vraiment critiqué le vestiaire, enfin il a vraiment fait de la merde. Et du coup, voilà, t'as plus ta place ici, quoi, tu t'en vas. D'accord. Bon. C'est très, très radical. Bonne sphère. Tout à fait. Alors, quand on lit ce livre, évidemment, on peut avoir l'impression que Ferguson c'est le meilleur du monde. On a l'impression qu'il peut se la péter un peu, mais bon, il contrebalance quand même un tout petit peu sur les mauvais choix qu'il a pu faire. Comme par exemple, il se soit raté pour recruter Van der Sar après le départ de Peter Schmeichel. On parle du poste de gardien de but. Schmeichel était très grand gardien. Et l'après Schmeichel a été très compliqué. Donc on en revient notamment à Barthez, où sa période Manchester United n'a pas été glorieuse.
Voilà, il y a eu quelques gardiens où ça n'a pas été top top. Ils ont finalement réussi à recruter Van der Sar quelques années plus tard, et là c'est revenu dans l'ordre. Il a failli se faire virer également, là, pour la petite anecdote. C'était 4 ans après son arrivée. S'il n'avait pas gagné la Cup, en finale, contre Crystal Palace, il aurait très bien pu se faire virer. Mais il a bénéficié à ce moment-là de l'indulgence et de l'intelligence des dirigeants qui voyaient bien qu'au fond ils faisaient du bon boulot et qui bâtissaient quelque chose de vraiment solide. Vraiment solide, voilà, et ambitieux. Et il parle beaucoup également de la génération 92 formée au club, avec ses joueurs et leur insouciance comme Giggs, Scholes, Beckham, les frères Neville ou Butt. Ça fait une belle brochette. Et tout ce qu'ils ont pu apporter au club, notamment Giggs, Scholes et Gary Neville, qui ont été des piliers jusqu'au bout du mandat de Ferguson, des piliers de l'équipe. Qu'on voit sur ton extrait contre le Portugal de l'Euro 2000. Scholes et Gary Neville, tout à fait. Oui, ils étaient forcément internationaux anglais, forcément. Et parmi cette génération, il reste un portrait de Beckham qui est bien différent des autres. C'est-à-dire que parmi la liste de noms que je viens de te donner, Beckham, c'était le seul à se soucier de son image. Jusque-là, pas de surprise, non. Personne. Non. Mais ce qui était plus surprenant, c'est le caractère difficile et têtu de notre ami David, qui n'en faisait qu'à sa tête et qui devait être vraiment difficile à gérer. Donc en fait, le gars se convainc tout le temps qu'il fait tout bien. Même si son match est pourri, et si Ferguson lui dit en fait que quand même, tu devrais faire ci, faire ça, là c'est pas terrible, Beckham lui dira non, je suis pas d'accord. Non, c'est pas mal, moi je trouve que c'est pas mal. Tout le temps. Donc, ça dérive sur le coup de l'arcade sourcil pété de Beckham, enfin bref. Oui. La chaussure balancée dans le vestiaire. Donc, voilà, c'est spécial ce Beckham en fait, c'est plutôt rigolo. Il parle aussi des beaux buts qu'il a vus dans sa vie, évidemment, il y a des tonnes et des tonnes. Et selon lui, le plus beau qu'il ait vu à Old Trafford pendant sa carrière d'entraîneur à Manchester, c'est celui de Wayne Rooney en 2011 contre Manchester City. Là aussi, le but, on va vous le mettre en vidéo, que ce soit sur le blog ou sur notre chaîne YouTube. En plus de la beauté du but, c'est le but de la victoire, parce qu'il y avait un partout à ce moment. Et c'est le but du 2-1. Un but vraiment magnifique. C'est un retourné acrobatique en pleine lucarne, enfin, c'est le but de rêve. Et le geste parfait. Et enfin, pour en revenir au fait qu'il aime entrer dans les détails, figurez-vous qu'à la fin de l'autobiographie, il y a tous ces résultats, à lui en tant que joueur et entraîneur, détaillés sur chaque année. Donc, par exemple, les années où United a été champion, tu as le classement complet de la première ligue. D'accord. Donc, avec toutes les équipes, de la première à la 20e place, les victoires, nuls, défaites, pour du compte, même domicile extérieur, tu as tout. Et sur sa carrière à lui en tant que joueur, tu as chaque année son nombre de matchs joués, son nombre de buts, ce qu'il a gagné, ce qu'il n'a pas gagné, ce qu'il a gagné pour le coup. Et pour Manchester, c'est club entraîné. À chaque fois, il y a les résultats dans chaque compétition. Donc si la coupe, c'est vainqueur, finaliste, demi-finale, ça fait 30 pages, c'est colossal. Il joue à quel poste? Il était attaquant. D'accord. Il a marqué pas mal de buts, hein. Ouais, je l'aurais pas vu attaquant, tu vois. Non, c'est vrai. Mais non, il a marqué pas mal de buts. Comme c'est un mec qui a une certaine autorité naturelle, je crois que je le mettais direct en défenseur. Il a joué aux Rangers. Ok. Bernie, Rangers. Oui, donc cette partie-là, en fait, finale, qui fait 30 pages, c'est assez colossal. Donc là, c'est un amoureux des chiffres, en fait, des statistiques, tout ça. Beau butin de carrière. Il fera une marque dans l'histoire, c'est sûr. Ah oui. 30 pages de stats en géographie, ça impose le respect. Oui, surtout quand tu vois les résultats dans chaque compétition, c'est rare en fait les années où il y a rien, où il n'y a aucun titre. Ah oui, il a tout le temps gagné au moins un truc. Pas tout le temps, mais voilà, les périodes de disette, ça dure 2 ans maximum. C'est pas pour rien qu'il était anobli par la reine. Il en parle de ça d'ailleurs Je ne sais plus. Je sais plus. Et du coup, pour conclure, est-ce que tu conseilles ce livre ou pas? Pour ceux qui connaissent vraiment le foot, ouais. Mais si vous ne suivez pas plus que ça, non. D'accord. Surtout pas, vous allez nager dedans. Ok, mais après, du coup, dans un public qui est assez connaisseur de foot, j'imagine, tu penses que ça intéressera plus quelqu'un qui est fan de Manchester? Je trouve que sa vision du foot est vachement intéressante. Et il compare beaucoup ce que lui faisait avec ses rivaux comme Wenger par exemple. Je peux parler de la dureté de son management. Il parlait de Mancini, Roberto Mancini, quand il était entraîneur de City, qu'il avait certains joueurs qui faisaient un peu n'importe quoi, comme c'était Tevez, je crois, Carlos Tevez, qui était. Non, c'est pas Balotelli.
Enfin bon, bref, oui, Balotelli, ça serait pareil. Ouais, je pense. C'était Tevez qui était parti en Argentine pour jouer un match en sélection et qui n'était pas revenu tout de suite. Ouais. Il avait mis plusieurs jours à revenir. Un peu comme ce que fait Zlatan, parfois. Ouais, oui, par exemple, oui. Donc Mancini l'avait pardonné, Ouais. Tevez, mais clairement, Ferguson disait que pour lui, ça, c'est le genre de choses qui n'est pas acceptable. Ouais, ouais. Ok. Ok, très bien. Est-ce que t'avais fini là-dessus ou pas? Ouais, j'ai fini sur les petits papiers. Très bien. On passe maintenant au tir au but. Alors, on appelle Nico, qui était notre tenant du titre. Oui, pour Nicolas. qui va remettre un peu son jeu. Salut Nico. Allô. Bonjour Nicolas. Ouais, bonjour Nico, tu nous entends bien? Ouais, ça va, je vous entends. C'est fantastique, on te dérange pas? Non, non, vas-y, y'a pas de problème. T'as suivi l'Euro un peu cet été? Comment? T'as suivi l'Euro un petit peu cet été? Bah ouais, j'ai suivi, ouais. Ah, on le sent, ouais, on le sent la déception. Est-ce que tu es prêt pour remettre ton titre en jeu? Ouais, vas-y. Alors, t'es prêt? Comme la dernière fois, 10 questions, 8 bonnes réponses, tu remets ton titre en jeu. Et moins de 8 bonnes réponses, ça sera un nouveau challenger. C'est parti? Alors, quel est le surnom du joueur ayant rejoint l'OGC Nice? Popeye, la chèvre, Super Mario ou l'aigle des Açores? Super Mario. Ouais. Correct. Qui a dit « C'est bien beau de construire des statues pour commémorer les anciens joueurs du club, mais il faut aussi savoir leur ouvrir des portes pour mettre le pied à l'étrier ». Non, c'est Emmanuel Petit. Quel est le nom de la deuxième division de football en France? La Ligue 2. Attends, c'est une question à choix multiple. La Brillage Dorée Ligue 2, la Domino's Ligue 2, la Ligue 2, l'Accor Hotel Ligue 2. La Ligue 2. Ah, c'est la Domino's Ligue 2 depuis cette année, Nico. Ouais. Mais oui. Quelle est la nationalité du nouvel entraîneur du PSG? Yeah. Parmi ces équipes, laquelle n'est pas engagée en Ligue 1 cette année? Dijon, Metz, Toulouse ou l'USL Dunkerque? Ouais. Ah, c'est compliqué là. Quel club a fêté sa 60e année de présence parmi l'élite? En Ligue 1? Ouais, je t'aide, ils sont rouges et noirs. T'as deux possibilités. Mais c'est pas une présence consécutive, hein, c'est au total. T'as dit quoi? C'est ça, tout à fait. Ouais, bravo. Qu'a fait un étudiant américain en match pour esquiver le gardien? Il lui a tapé sur l'épaule droite et est passé à gauche, comme la blague de tonton Michel. Il a tenté et réussi un sombrero, mais de dos. Il a tenté le coup du scorpion. Il a fait un salto avant en pleine course. Je dirais le coup du scorpion. Non, c'était le salto avant. Combien peut-on tirer de chaises d'eau à la fois dans le stade de Bordeaux sans risque de rupture d'eau courante? 200, 400, 600, 220 000? Les toilettes du stade sont alimentées par la Garonne. Tu peux me redire les réponses? 200, 400, 600 ou 220 000? 400. Ouais, Oui. Bien joué. Lors de la saison 2015-2016, Samir Nasri a-t-il mis plus ou moins de buts que Fabinho, le défenseur de Monaco? Ouais, il en a mis 2 à 8. Et au cours de sa carrière... Comment? Ouais. Au cours de sa carrière, Robert Pires a-t-il mis plus ou moins de 100 buts? Et il en a mis plus, il en a mis 180. Non, mais c'est pas simple, C'est dur, hein. C'est un peu plus dur. Mais du coup, en tout cas, merci Nico d'avoir Ouais, on est en dessous des 8 bonnes réponses du coup là. d'avoir participé. J'ai combien de bonnes réponses? Tu en as 6. Ouais. Mais du coup, ouais, c'était pas facile. Du coup, n'hésite pas à te réinscrire si tu veux participer à nouveau au Fantastic Tir au but, pas de problème. Ouais, ok, pas de problème, avec plaisir les gars. Merci Nicolas. Salut Nicolas, merci, Ciao. Alors on peut peut-être revenir sur certaines questions que tu avais posées. Il y avait des éléments intéressants, notamment Emmanuel Petit.
la phrase qu'il a dite à propos de Wenger, Oui, qu'il critiquait, oui, en fait, il critique. le fait qu'au club, enfin je te laisse finir, vu que c'est toi Non, non, mais un peu qui as lancé la question. Oui, en fait, il critique l'absence de retour d'anciens joueurs du club, d'ancienne gloire, Tout à fait. pour rentrer un peu dans le club d'Arsenal et Ouais. mettre le pied les pieds. Quoi. Ouais, et il n'est pas le seul. Non. Également Patrick Vieira qui a déjà Oui, tout à fait, ouais. critiqué, ou même Thierry Henry aussi, l'a Ouais, déjà fait, il me semble. Oui, du coup, oui, il regrette que même Bergkamp ne soit pas aussi dans Tout à fait. papier de Wenger. Ouais. Tu voulais revenir sur d'autres choses ou pas? Il me semble qu'il y avait autre chose. Ouais, retourne ta feuille pour voir. Donc le Domino's, non, c'est pas ça. Ah, peut-être le but. Oui, voilà, le but, effectivement. Ouais. Il sera disponible aussi. C'est ça, ouais. Donc, du coup, c'est un championnat américain étudiant. Voilà. Et c'est un étudiant américain qui met un but en pleine course. Il évite le gardien en mettant un salto avant et du coup, il marque le but derrière. Enfin, c'est un peu c'est fou. Bah, j'allais dire n'importe quoi, mais non. Inouï. Mais ouais. Et du coup, oui, on vous mettra aussi la vidéo YouTube sur le blog, sur YouTube. Enfin, tous les endroits où vous avez l'habitude d'aller voir les liens qu'on met à disposition. Merci à tous de nous avoir suivis pour ce deuxième épisode de la non, pour ce premier épisode de la saison 2 de Footastic. Eh oui, c'est la reprise. Vous pourrez nous retrouver le mois prochain pour le deuxième épisode de la saison. Et puis toute l'année, hein. On se retrouvera tous les mois. On est reparti pour une année entière. Voilà. Peut-être qu'il y aura des surprises, on verra. Des épisodes spéciaux, on n'en est pas encore là. Pour ceux qui voudraient nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Titi, un petit point réseaux sociaux. Oui, alors on est sur Facebook. Ouais. Donc Footastic, hein, sur Facebook, on va chercher, on nous trouve simplement. Et on nous trouve également sur Twitter. Donc, vous trouvez Footastic sur Twitter. Ça. On peut également nous trouver nous, donc toi, Loïc, et moi, Titi. Voilà, et si vous utilisez le hashtag Footastic, F2OTASTIC, vous allez forcément tomber sur nos tweets et sur nos profils. Vous pouvez nous télécharger sur différentes plateformes, sur iTunes depuis cette année. Et oui, c'est officialisé cet été. La grande classe. Voilà, on est sur iTunes, on est aussi sur Podcast Addict, peut-être d'autres de ton côté. Non. Non, voilà, donc, du coup, on est sur Player FM aussi. Enfin, il y a pas mal de plateformes sur lesquelles l'émission est présente et vous pouvez la télécharger sans aucun problème. De toute façon. Et sur le blog, vous pouvez retrouver le résumé des épisodes, des photos, des liens YouTube. Notre chaîne YouTube, n'hésitez pas à aussi faire un tour, voir un peu ce qu'on y poste. Notamment toutes les vidéos dont on a parlé durant l'émission. Et tous les jours, croyez-moi. Merci Titi. Merci Loïc. À bientôt. Ciao.